Salut à tous, bienvenue à Secrets Intimes, votre rendez-vous hebdomadaire avec des histoires choquantes et révélatrices tirées des recoins les plus intimes d'Internet. Je suis Oten et aujourd'hui, j'ai une histoire qui fera accélérer votre cœur et tourner votre esprit. Directement de Her Betrayals, préparez-vous pour des montagnes russes émotionnelles impliquant amour, trahison et conséquences inattendues. Un homme de 34 ans a vu sa vie bouleversée lorsque sa fiancée a fait une demande impensable. Ce qui s'est passé ensuite vous surprendra et vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les relations. Êtes-vous prêt à plonger dans cette histoire électrisante qui vous coupera le souffle jusqu'à la fin? Prêt à commencer? J'ai 34 ans et j'ai ignoré ma fiancée de 33 ans après qu'elle m'a demandé d'ouvrir temporairement notre relation avant notre mariage, puis qu'elle m'a trompé quand j'ai refusé. J'ai réécrit cette histoire plusieurs fois pour la raccourcir, mais notre histoire remonte à notre enfance. J'aimerais avoir des conseils sur ce que je devrais faire à mon retour dans 2 jours. Désolé pour la longueur de ce monstre. Juliette et moi sommes amis depuis notre enfance. Nos parents étaient amis de longue date. Nous avons grandi ensemble et avons commencé à sortir ensemble à l'adolescence. C'était presque attendu par nos familles. Ils avaient bien plus de plans pour nous que nous-mêmes. Quand je suis parti faire mon master, j'ai dû déménager dans une autre ville et Juliette est restée dans notre ville natale pour poursuivre son diplôme en soins infirmiers. Après 1 an de relation à distance, nous avons décidé de rester amis et de ne pas laisser notre relation nous contrôler. Nous sommes restés les meilleurs amis et avons tous deux fréquenté d'autres personnes. C'était étrange parce que nous savions toujours que c'était temporaire et que nous finirions par nous retrouver à un moment donné. J'ai obtenu mon diplôme et je suis resté dans la ville où j'ai fait mon master pour travailler dans mon domaine. J'attendais un transfert pour retourner dans ma ville natale, et quand je l'ai obtenu, j'étais si heureux. Juliette était dans une relation à long terme, et c'était un type sympa, mais j'avais toujours l'impression qu'il était méfiant envers notre amitié. Je comprenais la vibe, et je me suis éloigné par respect, même si Juliette et moi parlions plusieurs fois par an. Mon patron et mentor, que j'appellerai Pierre, 44 ans, était un gars formidable, et nous sommes devenus de bons amis. Il m'a appris les ficelles du métier, et un jour, il est descendu de sa tour d'ivoire et a voulu parler. Il m'a expliqué qu'il y avait un poste ouvert dans une ville étrangère pour 2 ans, et qu'il serait bientôt annoncé. Il m'a expliqué le poste, et même si le salaire n'était pas énorme, tous les frais, tels que le loyer, l'hôtel, et les frais de déplacement étaient suivis. Couverts. En gros, je serais basé à Tokyo et je devrais voyager de temps en temps dans d'autres villes asiatiques pendant quelques jours. J'ai réfléchi, j'ai parlé à mes amis et à mes parents. Pierre a dit que c'était un poste difficile, mais que ce serait une excellente opportunité pour me prouver et gravir les échelons. J'ai pensé, pourquoi pas? Je pourrais économiser la plupart de mon salaire et acquérir une expérience précieuse. Pierre a dit qu'il parlerait au grand patron et que, si je le voulais, il me recommanderait. Il a expliqué qu'il avait lui-même fait quelque chose de similaire il y a des années et que cela avait aidé sa carrière. Alors, je suis parti. La première année a été horrible, s'adapter à la culture et aux règles sociales, non seulement au Japon, mais aussi dans les autres pays que je visitais pour le travail. Une chose qui m'a surpris, c'est à quel point les femmes étaient disponibles partout où j'allais. Elles aimaient les étrangers. J'ai pu goûter aux délices de l'Orient. C'étaient pas des femmes du tiers-monde. La plupart d'entre elles étaient très éduquées. J'ai eu beaucoup d'amis avec avantage, et j'ai clairement dit à toutes que je n'étais pas intéressé par une relation à long terme, ou un mariage, car je n'étais là que temporairement. J'ai fini par faire 2 années supplémentaires. Pierre venait plusieurs fois par an en vacances,
ou pour superviser certains travaux, et je dois admettre que nous avons eu quelques moments très animés dans quelques villes, comme Angeles City aux Philippines et quelques autres. Le contrat était terminé, et je suis rentré chez moi. J'ai fait un bel acompte sur une maison, juste à l'extérieur de la ville. Après avoir vécu dans une ville de 37 millions d'habitants, j'avais besoin d'espace. Je suis rentré depuis 1 mois, et en rendant visite à mes parents, Juliette était là. Elle avait rompu avec l'autre gars il y a 1 an, et nous avons commencé à parler plus sérieusement. Même si nous avions toujours eu des contacts au fil des années, nous avons recommencé à sortir ensemble. J'ai retardé d'avoir des rapports sexuels autant que je le voulais parce que j'avais peur, vraiment, de ce qui pourrait arriver. J'avais développé une addiction à avoir différents partenaires pendant mon séjour en Asie et j'essayais de contrôler ce désir avant que Juliette et moi ne devenions sérieux. Je veux dire, tout le monde, y compris Juliette, savait que je sortais avec d'autres, mais sur les réseaux sociaux, il y aurait des photos infréquentielles de moi et de différentes femmes. Ma mère m'appelait parfois un séducteur, et pour être l'honnête, ça faisait un peu mal. Maintenant, c'est là que les choses commencent à s'effondrer. Juliette et moi avons couché ensemble, et faute de mieux, elle a été très surprise. Elle a dit que j'étais différent et que je n'avais jamais été comme ça avant. Elle voulait dire que j'avais beaucoup gagné en expérience, pour être gentil. Elle m'a posé quelques questions et je dois admettre que je lui ai dit une partie de la vérité. Je ne lui ai pas donné le nombre exact, parce que même divisé par 3, c'était effrayant. Je n'avais aucun doute que j'étais et pouvais lui être fidèle. La graine que j'avais involontairement plantée dans son esprit cette nuit-là allait créer de sérieux problèmes plus tard. Maintenant, bien sûr, nos familles étaient ravis que nous soyons ensemble. Cela devait toujours être ainsi. Nous allions bien, et après avoir parlé à ses parents, j'ai fait ma demande. Elle a emménagé, et tout allait bien. Il y avait des signes d'alerte, comme elle me demandant si j'étais heureux avec elle. Avançons jusqu'en décembre 2019. Le mariage était prévu pour juin 2020. Nous savons tous comment s'est passé 2020, n'est-ce pas? Noël était formidable, et peu avant le Nouvel An, nous avons eu le premier jour fatidique. J'étais assis à travailler sur l'ordinateur, et Juliette, avec sa cousine Thérèse, 32 ans, regardait des trucs pour le mariage. J'ai aussi connu Thérèse depuis que nous étions enfants, et nous étions cool. Juliette me demande si nous pouvons parler, et Thérèse s'installe dans le salon. Je veux m'asseoir à la table pour parler à Juliette. Elle commence par dire de ne pas interrompre ni paniquer. Elle veut parler de quelque chose. Elle explique ensuite notre différence au lit et dit qu'elle pense que je ne serai pas satisfait avec elle et qu'éventuellement je la tromperai. Et elle ne voulait pas que nos futurs enfants et notre relation soient ruinés si je m'éloignais. Alors là, je me dis, super, je vais être largué. Juste au moment où je pense que les choses ne peuvent pas empirer, j'entends l'infomercial dans ma tête. Mais attendez, il y a plus. Juliette me demande si j'accepterais d'ouvrir la relation pour qu'elle puisse acquérir plus d'expérience. Et cela l'aiderait à se sentir moins en insécurité. Elle déclare que je ne devrais pas m'inquiéter car je suis le seul homme qu'elle n'allait jamais aimer. Et c'est pourquoi aucune de ces relations n'a jamais mené au mariage. Je suis d'accord avec elle sur ce point, car je ressentais la même chose. Maintenant, bien sûr, je pense que c'est une blague et qu'elle n'est pas sérieuse du tout. Cela ne peut vraiment pas arriver, n'est-ce pas? Comme cela fait 1 an et demi, je vais essayer de me rappeler les points principaux. Elle dit qu'elle ne sera qu'avec des personnes aléatoires et jamais avec quelqu'un que nous connaissons ou avec qui nous travaillons. Cela ne se produira pas avec la même personne 2 fois et il n'y aura pas de connexion émotionnelle. J'étais là, genre, quoi? Quand j'ai réalisé qu'elle ne plaisantait pas, j'ai perdu mon souffle. Je ne pensais pas qu'il était possible pour un cœur de manquer un battement et de sauter au centre de ma gorge. Je ne suis pas une personne en colère ou violente, mais maintenant je crie.
Je commence à comprendre pourquoi Thérèse est restée à proximité. J'ai crié « Thérèse, est-ce que tu l'as poussée à faire ça ?» Thérèse dit qu'elle est là juste pour soutenir Juliette. Waouh, merci beaucoup. Puis Juliette dit que je suis libre de faire ce que je veux sous les mêmes règles. Et j'ai dit non. Je suis tellement en colère à ce moment-là, et même en écrivant cela maintenant, je suis furieux. J'ai alors dit que je ne voulais pas de coup d'un soir, je veux juste une personne. Elle dit « Qui ?» J'ai regardé Thérèse, et non dans les yeux, et j'ai dit « Je veux coucher avec Thérèse ». Maintenant, je fais réagir Juliette, et Thérèse ne s'y attendait pas, et elle est un peu rouge au visage et maintenant mal à l'aise. Juliette dit non. Elle est de la famille, et quelqu'un que nous connaissons tous les deux, et c'est grossier de ma part de même le suggérer. Je suis maintenant totalement dans un monde bizarre. D'où diable cela vient-il? Nous nous sommes disputés un peu, et je lui ai dit que si elle faisait cela, la relation était terminée. Je suis totalement contre cela, et je l'aime, et nous pouvons tout traverser ensemble, mais pas cela. Je suis parti en trombe, j'ai attrapé mon oreiller et suis allé dans la chambre d'amis. Je pouvais les entendre en bas pendant un moment, mais je ne pouvais pas entendre ce qu'elles disaient. Cela aurait été une blague hilarante si cela n'avait pas duré une heure de conversation. Je n'ai pas dormi de la nuit et j'étais un sac de nœuds au travail. Le lendemain, Juliette a commencé 2 semaines de nuit. Ce jour-là, donc au moins, nous ne serions pas à la maison ensemble pendant ce temps. Et nous pourrions tous les deux nous calmer et revoir cela plus tard. Le dîner serait dans le frigo pour moi, tous les jours, avec un mot « je t'aime ». Elle envoyait fréquemment des SMS, mais je gardais mes réponses courtes. Le jeudi soir de la semaine suivante de son service de nuit, je vais à l'ordinateur pour travailler sur des fichiers et je remarque une notification de courrier électronique sur son compte. Et c'est une réservation d'hôtel pour un bon hôtel près de mon bureau. Je le connais bien car j'y vais souvent avec des collègues. Je me dis qu'elle est censée travailler, mais peut-être veut-elle s'excuser et m'emmener passer une nuit dehors. Le lendemain matin, j'attends son SMS ou son appel pour m'inviter, mais elle me demande seulement comment s'est passée ma journée. Puis elle dit qu'elle est tellement heureuse de n'avoir plus qu'une nuit de service de nuit. Comment se fait-il qu'elles aient encore une nuit et une réservation d'hôtel? J'étais malade, stressé dans mon bureau. J'ai commencé à regarder certains sites de rencontres, en particulier les profils sans photo. Je ne trouve rien. Pierre entre et me demande si je veux aller déjeuner et voit que je suis un désastre. Il me demande ce qui se passe et je lui dis. Pierre est un homme dur, il suit son propre chemin, mais il a toujours soutenu ma relation avec Juliette. Il propose que nous allions déjeuner dans un restaurant d'hôtel et prenions une glace. Non, pas cet endroit. Il ne connaissait pas cette partie. Nous allons effectivement déjeuner, et j'ai l'estomac noué. Je ne peux pas manger, je ne veux même pas boire. Il dit que je ne peux pas travailler comme ça, et que je peux prendre autant de congés que possible, payés et non payés, si nécessaire. Je lui ai dit que je ne pouvais plus être chez moi. Je ne peux pas la voir, et une partie de moi veut croire que ce n'est pas vrai. Je me précipite chez moi et mets autant de mes affaires que je peux dans ma voiture et retourne au bureau. Pierre dit « Allons espionner l'hôtel et attendons qu'elle s'enregistre. » Je veux dire, je ne suis ni un détective ni un policier. Je suis plus comme l'inspecteur Clouseau. Je résistais vraiment à cela, mais je devais vraiment savoir. Alors nous nous installons dans le salon-bar et je commence à boire et à attendre, en espérant toujours que ce n'était pas réel. Vers 18h30, Pierre me tape sur l'épaule, et la voilà à la réception, et pas en uniforme. Je veux l'étrangler, crier, cracher, pleurer, je ne sais pas. Nous attendons 10 minutes après qu'elle soit montée dans l'ascenseur, et Pierre et moi, nous dirigeons vers la réception. Je demande à la réception de me passer la chambre de Juliette, et ça sonne. Dès qu'elle a répondu, j'ai commencé à crier dans le combiné.
Elle avait l'air confuse. « Juliette, je t'ai dit que si tu faisais cela, ce serait fini. Je suis fini. Le mariage est annulé. La relation est terminée. » Et j'ai raccroché et je suis sorti de là. Maintenant, où aller? Je suis retourné chez Pierre et maintenant mon téléphone s'allume. La seule personne que j'ai appelée était mon père et je lui ai expliqué en termes édulcorés ce qui s'était passé et que je devais quitter la ville pour un moment. Ce n'était pas une discussion et je me sens mal pour la façon dont j'ai parlé à mon vieux. Le téléphone n'a pas cessé de sonner pendant 2 jours. Tout le monde sous le soleil m'a appelé et je n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi faire. La seule façon dont je pouvais expliquer comment je me sentais était comme si je marchais sous l'eau. Pierre a mentionné des choses financières que je devrais régler pour me protéger. Je n'y pensais même pas. La maison, les prêts pour le mariage et la voiture. Nous gardions des comptes séparés, et un pour le mariage et un pour les factures liées à la maison. Je m'en fichais. Le lendemain, j'ai envoyé un email à Juliette et j'ai dit que ce serait notre dernier contact et que je quittais la ville pour un moment et que le mariage et tout le reste étaient annulés. J'ai rappelé mon père et lui ai parlé longuement et bien qu'il soit bouleversé, il comprenait que j'avais besoin de temps et d'espace. Il a dit qu'il espérait toujours que nous pourrions arranger les choses. 10 jours plus tard, j'ai embarqué dans un avion et suis parti à Bali. Je n'ai jamais répondu à ses messages ou à ceux de qui que ce soit d'autre. Je ne sais pas si elle a quitté l'hôtel cette nuit-là ou si elle est restée. Je m'en fichais. Je suis finalement arrivé à Bali et je me suis plongé dans une bouteille pendant le mois suivant et suis allé hors ligne, sauf avec mon père et le travail. Je m'en fichais même si je me faisais virer. J'aimerais pouvoir dire que j'ai apprécié, mais j'étais surtout saoul. Je ressentais beaucoup de rage, de honte et de haine pour la façon dont les choses s'étaient déroulées. Je suis resté en contact avec Pierre à propos de mon congé, et après 3 semaines, il m'a demandé si je pouvais retourner à Tokyo pour m'occuper de certaines choses. Nous avons parlé du nouveau virus mondial, et j'ai mentionné revenir au Canada pour régler les choses là-bas, car j'entendais des rumeurs de potentiel confinement. Je suis arrivé à Tokyo le 1er mars et ça faisait du bien de retourner au travail, même si ce n'était que peu. Après avoir entendu parler des confinements, Pierre a mentionné que je devrais retourner au Canada, mais j'ai dit « Bof, ce ne sera que 30 ou 60 jours. J'ai besoin de temps pour planifier mon prochain mouvement. » 30 à 60 jours. Foutaise, je suis resté au Japon encore 1 an avant de me faire vacciner. Mais à ce moment-là, je ne voulais plus vraiment rentrer chez moi. Ma maison était louée et je parlais à ma famille, mais refusais toute information sur Juliette. Le 21 septembre, j'ai appris que mon père avait eu une crise cardiaque et qu'il allait bien, mais qu'il aurait besoin d'un triple pontage. Cette opération est là sérieuse, pas aussi sérieuse qu'il y a 40 ans, mais je voulais quand même le voir juste au cas où. Je savais que quand je rentrerais, ça deviendrait un vrai spectacle, et je ne voulais vraiment pas ça. Je voulais juste voir mes parents et remercier Pierre pour tout ce qu'il avait fait pour moi, même aussi égoïste que j'étais. Mais je savais que je devrais la voir, et je n'avais aucune idée de comment je me sentirais ou penserais. Je suis désolé pour la longueur de ceci. Même ainsi, j'ai laissé beaucoup de choses de côté. Tous les conseils, astuces ou insultes seraient appréciés. Je prends l'avion dans 4 heures et atterrirai dans environ 24 heures. Mise à jour. Après avoir atterri, je suis allé voir mon père. Il a bonne mine et attend avec impatience son opération. Maman va bien, mais est évidemment anxieuse et préoccupée. J'ai passé presque les premières 24 heures à ses côtés, et je pense que nous avons parlé de tout sous le soleil, sauf de choses lourdes. Je ne voulais pas le stresser. Je lui ai dit que j'étais là pour lui, mais que j'utilisais ce voyage pour réorganiser ma vie, fermer certaines portes et en ouvrir de nouvelles. Le 2e jour, Pierre et moi nous sommes retrouvés dans un endroit local, proche du bureau. Pierre est déjà en train de boire. Nous avons parlé un peu,
de tout et de rien, de mon père, du travail, et il m'a demandé si j'avais eu de contact avec Juliette, ce à quoi j'ai répondu non. Il m'informe ensuite que le grand patron, le boss, veut de me voir, mais que, considérant mon père, cela peut attendre. Je sais que je suis dans le pétrin, et je lui dis que je pourrais aussi bien régler ça tout de suite. J'ai une liste de choses à accomplir ce mois-ci, et je pourrais aussi bien commencer à les rayer. Rencontrer Juliette est l'une d'elles. Je suis entré dans le bureau pour la première fois depuis ce qui semble être une éternité. Beaucoup de visages manquants, quelques nouveaux, et les suspects habituels. Quelques de personnes m'ont salué. Nous sommes montés au bureau du grand patron, et je n'y étais jamais allé avant. Nous sommes entrés, et il nous fait signe de nous asseoir. Je n'avais jamais parlé au grand patron auparavant. Il traverse parfois l'étage, mais les gens s'écartent, comme Moïse ouvrant la mer Rouge. Voici la conversation qui a suivi. Grand patron. Bonjour, messieurs. Ceci est une réunion à huis clos, et tout ce qui est discuté est privé. Blablabla. Le grand patron commence à faire un discours sur la responsabilité et le dévouement. Et il a de bons points, je dois l'admettre. Il regarde Pierre et demande pourquoi il devrait bien y me garder. Pierre dit « Il fait un excellent travail, il a sauvé des comptes et en a acquis beaucoup de nouveaux. En plus, nous ne pouvons trouver personne pour faire le travail à 20% en dessous du salaire du marché comme nous le payons. » Quoi? Ensuite, Pierre et le grand patron commencent à rire de manière maniaque, comme dans la scène de bar du film Les Affranchis. Le grand patron essuie une larme de son œil et dit à Pierre que c'est pour ça qu'il est le meilleur vice-président qu'il est. Je fais un bon salaire, mais allez, je me sens assez vexé. Le grand patron me regarde et se penche en avant. Écoute, gamin, je sais que tu as eu des problèmes avec ta femme, alors laisse-moi te donner quelques conseils. Il cite le nom d'un gars, je ne sais pas si je me souviens mot pour mot, mais voici l'essentiel. Dieu donne des sourcils à une femme et elle les épile et en dessine de nouveaux. Dieu donne un visage à une femme et elle en peint un nouveau par-dessus. Dieu lui donne des seins et elle achète un soutien-gorge push-up. Dieu lui donne une forme et, toujours pas satisfaite, elle achète des vêtements ajustés pour changer cette forme. Si Dieu lui-même ne peut pas la satisfaire, alors comment peux-tu le faire, mon frère? S'il te plaît, ne te tue pas. Eh bien, ça m'a un peu ébranlé, je dois le dire. Le grand patron regarde Pierre. Je peux te faire confiance pour gérer cela correctement. Ta mère me tuerait si je devais te licencier. Alors maintenant, je réalise, ils sont de la même famille. Pierre et moi sortons, et je le regarde et dis « 20% mec, vraiment ?» Il me met son bras autour des épaules et dit « Ne t'inquiète pas pour ça, je t'ai couvert. » Alors je me fais virer ou discipliner? Non, imbécile, tu es promu. Et il met son bras autour de moi et m'embrasse sur le côté de la tête. Tu aurais pu me le dire avant, espèce d'idiot. Non, c'était bien plus drôle comme ça. Tu m'as manqué, gamin. Maintenant, allons nous bourrer la gueule. Il est 8h30 du matin, Pierre. Qui fait ça? Moi. Tu as encore beaucoup à apprendre sur comment profiter de la vie. Ça ne me surprend pas avec ce gars-là, vraiment. Qu'est-ce que je devrais attendre de quelqu'un qui s'est fait complètement saouler avant un non-saké et s'est battu avec un singe? Il s'est aussi fait botter le cul, je dois ajouter, aux sources chaudes au Japon. Nous avons fini par nous bourrer la gueule. Nous avons parlé de travail et de ce qui allait se passer. Nous avons parlé de Juliette et il m'a conseillé de vraiment la rencontrer et d'obtenir une fermeture. Il a dit que nous avions tous les deux fait des choses stupides, mais que nous étions de bonnes personnes. Une fois que j'aurai cette fermeture, je pourrai avancer dans mon futur sans une ancre émotionnelle qui me retient. Il a dit qu'une fois cela résolu, nous pourrions parler de mon avenir professionnel, ce que je veux faire et où je veux aller. Donc ça, c'était rayé de la liste. Au moins, j'ai toujours un travail. Papa a bonne mine. Il reste encore la question de Juliette qui a été constamment dans mes pensées.
Je l'ai débloqué sur Facebook et parcouru pour me préparer à ce qui allait arriver. J'ai envoyé un message privé et demandé si nous pouvions nous rencontrer pour dîner bientôt. Nous n'avons échangé que des civilités et nous nous rencontrons pour dîner dans les prochains jours. Ce sera ma prochaine mise à jour. Juliette et moi avons convenu de nous rencontrer dans un restaurant quelques heures après qu'elle ait terminé son travail. Maintenant, en abordant cela, j'avais peur de deux choses, que ma colère persiste et que j'agisse en conséquence, ou que mon amour pour elle persiste et que j'agisse en conséquence. J'espérais trouver un juste milieu dans la zone grise. Tous mes plans sont partis en fumée dès qu'elle est entrée dans la porte. Elle avait l'air merveilleuse. Elle a souri et s'est approchée, et mon estomac était dans ma gorge. Je n'étais pas aussi nerveux quand nous avons perdu notre virginité ensemble. Nous avons partagé un court câlin maladroit, et je pouvais sentir mon parfum préféré sur elle. Est-elle sur le point de me bombarder d'amour ou de jouer des tours émotionnels? Est-elle dans une autre relation et ici pour me montrer ce que j'ai raté? Pas de bague à son doigt, même celle que je lui ai donnée. Nous avons parlé de mon père d'abord, et elle m'a dit qu'elle vérifiait toujours sur lui quand elle était de service, et m'a assuré que son chirurgien, pour le pontage à venir, était l'un des meilleurs. Nous avons continué à parler de choses légères, comme sa charge de travail extrême pendant la pandémie et ce que j'ai vécu pendant le confinement à Tokyo. J'étais sérieusement prête à craquer. Je peux vous assurer que j'étais calme et posé à l'extérieur, mais que je m'effondrais à l'intérieur. Je me suis dit que j'avais besoin de cela pour consolider ces sentiments, afin de passer à autre chose. Enfin, il semblait que nous contournions l'éléphant dans la pièce depuis une éternité. Et elle m'a enfin regardé, et son visage a changé. Toute la conversation après cela était floue. Je vais essayer de me rappeler au mieux. Tout d'abord, je veux te dire à quel point je suis désolé pour ce qui s'est passé et pour t'avoir fait du mal. Es-tu désolé d'avoir été prise ou vraiment désolé pour la façon dont tu m'as blessé? Bien sûr que je suis désolé pour ce que cela t'a fait, ce que cela a fait à nos vies et à notre avenir. J'ai tout jeté à cause de mon insécurité. Alors tu l'as planifié à cause de ton insécurité? Ou voulais-tu secrètement me punir pour les gens avec qui j'étais quand nous n'étions pas en couple? Peut-être les deux, mais laisse-moi te dire que tous les autres hommes qui ont été dans ma vie, avant que nous ne nous fiancions, je ne les ai jamais aimés comme je t'aimais. Tim, son ex avant moi, m'a trompé parce qu'il m'a toujours dit qu'il ne pourrait jamais rivaliser avec les sentiments que j'avais pour toi. Nous avons rompu pour cette raison. Je ne savais pas cela, et pour être honnête, je n'avais jamais ressenti de culpabilité qu'il l'ait trompé. Je ne voulais jamais que tu saches que j'allais coucher avec un autre homme. Je pensais pouvoir me détacher émotionnellement, et même si tu le découvrais, nous pourrions travailler sur cela comme tout ce que nous avions déjà vécu avant. Tu avais très tort, c'était probablement la chose la plus douloureuse que j'ai jamais vécue. Je n'avais pas besoin que tu sois parfaite ou expérimentée. J'avais juste besoin que tu sois à moi. Tous, Juliette, chaque personne, ne pourrait jamais égaler ce que je ressentais avec toi. Mais maintenant, je me demande, était-ce un vrai sentiment ou la projection du rêve de nous que notre famille voulait ou le fantasme que nous attendions? Cela a commencé à devenir émotionnel et Juliette s'est excusée et est allée aux toilettes pour se ressaisir. Nous étions dans un restaurant de taille moyenne et seules quelques tables étaient occupées. Pierre était revenu pour me soutenir, comme certains d'entre vous l'ont mentionné, et s'était stratégiquement placé dans le salon privé. J'ai regardé pour obtenir un encouragement ou un pouce en l'air, et il avait une conversation plutôt « Si vous avez apprécié cette histoire, choquante d'amour et de trahison, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'écraser ce bouton. J'aime. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer notre dose hebdomadaire de secrets intimes. Et maintenant, nous voulons vous entendre.
Vous a-t-on déjà demandé d'ouvrir votre relation? Comment avez-vous géré cela? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.